Je m'appelle Valentin, jeune berger en cours d'installation sur la commune de La Gorse en Ardèche. Ça fait 3 ans que mon parcours à l'installation a démarré. 3 ans que je patiente pour faire naître mon rêve, en additionnant les rendez-vous, les formations, les appels, et trop d'heures pour expliquer toujours et encore mon projet de vie qui n'a pas changé. Mon projet, c'est de créer une ferme avec 40 brebis, transformer tout mon lait sur site en yaourt et en glace. Être berger, selon moi, ce n'est pas un métier, c'est choisir un mode de vie en lien avec la nature, le printemps, la pluie, les cycles. Être berger, c'est vivre tout simplement, sans trop d'artifice, pour un seul objectif, celui de protéger, valoriser et préserver notre terre, et ainsi par cette activité, vivre dans ce cadre aux premières loges de la vraie vie. En 2019, je suis parti 3 mois en Amérique du Sud, pour prendre confiance, assumer mes choix, pour l'oxygène. Aujourd'hui, je ressens de nouveau ce besoin de partir. Partir pour vivre une nouvelle aventure. Partir pour me prouver que malgré le temps qui fane mon rêve, ce dont j'ai réellement besoin, ce n'est pas de faire des saisons derrière les fenêtres d'un labo pour différents patrons. Ce dont j'ai besoin, c'est de devenir berger, mais à mon compte cette fois-ci. Pour faire mes propres choix, pour dessiner un système qui me correspond, pour être libre. Pour redonner de l'élan à mon projet qui se fane d'attendre, j'ai décidé de partir sur les estives, sur les pas des bergers. Alors j'ai arrêté ma saison. Nous sommes le 27 août, mon sac est prêt malgré des complications médicales psychiques qui m'ont fait perdre 8 kilos en une semaine. Shooté au kétoprophène, à la lamaline, je pars tout de même en me disant que mes pas me soigneront davantage que ces médicaments et cette situation qui me noie. Nous sommes le 27 août, mon sac à dos fait 11 kilos et je marche à l'est de mon village, sur le massif de la Danderaie, sur un terrain sec, sous 30 degrés, en montant un dénivelé positif rocheux. Amaigri, fatigué, les muscles vides, chaque pas m'éloigne un peu plus de ma maison, mais je ne ferai pas demi-tour. Maintenant que je suis là, j'ai décidé de partir vers l'est, en direction du Vercors, qui marque le début de ma marche, un entraînement, avant d'atteindre les sommets de ma démarche. Ce second voyage, je le ferai seul, pour m'ouvrir à plus de liberté, plus de possibilités. Je dois assumer mes réserves d'eau, mes réserves de nourriture, la gestion du parcours, et tout ça à pied. Pour rejoindre chaque étape, je ferai de l'autostop. Toujours la même règle, interdit de prendre de bus, interdit de prendre de taxi, ou toute autre chose organisée. Pour avancer, je lèverai mon pouce au bord des trottoirs, au bord de la route, pour arriver jusqu'à mes étapes. Des étapes de plusieurs jours de marche, au cœur des forêts, lacs et montagnes. Et dans 1 mois, je serai de retour à la maison pour revenir en Ardèche, en espérant qu'à cette date, nous aurions eu la réponse de notre permis de construire pour la bergerie. En attendant ce jour, je suis arrivé là, à la limite du Trièves, sur la face est du plateau du Vercors, un plateau calcaire qui culmine à 2831 mètres. Son sommet s'appelle le Grand Vémont. C'est là où on va. J'ai toujours aimé la randonnée solitaire. Quand j'étais petit, avec mes parents, on allait souvent pendant les grandes vacances marcher dans les montagnes et les forêts pour aller voir les paysages. Je préférais toujours courir devant, pour être seul, pour me retrouver au cœur de la forêt, entendre les bruits et l'observer. Je trouvais ça beaucoup plus captivant, sensible. Et alors que je monte le sommet du Grand Vémont, en présence des bouquetins, des choucas et des marmottes, je me revois petit, courant en haut des sommets, sans peur, les poumons remplis d'un mot. Libre. Et nous voilà arrivés au Grand Vémont, 2300 et quelques mètres, après une journée de balade. C'est magnifique. Du haut de ce sommet, le cœur rempli de mes mémoires d'enfance, je réfléchis à mon itinéraire.
j'aimerais traverser l'ensemble de l'arc alpin à pied et en autostop. Le Queyras, la Vanoise, le Beaufortin, jusqu'au pied du Mont Blanc. De là, je traverserai la frontière suisse en direction du Mont Rose et sa vallée glaciaire connue pour le Mont Cervin. Je continuerai ma route par les terres, l'Autriche jusqu'aux Dolomites en Italie. En continuant vers l'est, j'irai en Slovénie, à son point culminant, le mont Triglav. Puis je quitterai les Alpes juliennes pour la Croatie, en descendant vers le sud jusqu'à la mer Adriatique, qui marquera la fin de mon voyage. Il est 19h30. On vient de me déposer en autostop un peu plus haut que la commune de Arvieux. J'avais prévu d'aller à Briançon, mais il y a le GR5 qui passe à Arvieux. Du coup, allez, demain on attaque le GR5 en direction du Mont Blanc. Alors je vais pas aller jusqu'au Mont Blanc, je vais peut-être m'arrêter avant. On verra en fonction de la météo. Et là pour l'instant, c'est septembre, bientôt, demain, et il pleut. Ça fait maintenant une semaine que j'ai commencé mon périple. Malgré ma maladie, je marche d'un pas fatigué, épuisé, lessivé. Et ce n'est que le début. Ça fait maintenant 2 jours que j'ai un nouveau problème. En dénivelé positif, je suis obligé d'attraper la base de mon genou gauche pour le soulever. Pour avancer, la douleur est horrible. J'ai l'esprit embrouillé. Dois-je continuer ou dois-je rentrer à la maison? Pourquoi je m'implique tant de mal? Pourquoi je fais cette marche? Toutes ces questions tournent en boucle dans ma tête. Et je suis soudain pris par le doute. Après, c'est aussi la première semaine. Je me dis que mon corps va s'habituer. Mais plus je monte au cœur de la Vanoise, plus c'est pire, plus la douleur est foudroyante. Heureusement, la nature m'offre des petits bonheurs, des myrtilles, des framboises, de l'eau de montagne et des reliefs qui me font du bien. Je me laisse alors 4 jours pour décider, 4 jours pour faire un choix. Quand j'arriverai dans la région du Mont Blanc, je validerai ma décision, la Suisse ou l'Ardèche. C'est normal d'hésiter, c'est humain. Face à une difficulté, on a toujours tendance à choisir l'option de facilité. Et alors que mes doutes se prononcent, j'enchaîne un autre problème. Bon bah ce matin, gros problème au réveil. Je viens de casser l'arceau de ma tente, qu'on peut voir ici. Donc je sais pas comment je vais réparer ça, c'est compliqué. Je vois pas comment je peux utiliser ma tente sans cet arceau. On verra. C'est la merde. Dans ma tête, je me fais une liste. Si je rentre maintenant, je serai déçu de moi. Faire cette marche, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait tous les jours. J'ai 24 ans, et si je deviens berger, si mon projet est validé, jamais je ne retournerai sur ces sentiers. Alors oui, j'ai mal, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce qu'à côté de la douleur, l'aventure que j'entreprends n'est-elle pas enrichissante, d'un point de vue de l'estime de soi, de la compréhension du monde et de l'épanouissement personnel? Puis si je suis venu jusqu'ici, c'est que j'en avais besoin, pour guérir un manque et croire de nouveau en mes rêves. Col de l'Iseran, 2764 mètres d'altitude. Il fait super froid. J'ai finalement trouvé un chauffeur qui me conduit jusqu'à Albertville, puis d'Albertville jusqu'à Chamonix. Il est maintenant temps de prendre ma décision, de faire un choix. En écoutant mon cœur, en voulant réaliser mes rêves, je continuerai. Les virages et les obstacles, ça fait partie de l'aventure. Savoir surmonter ses doutes, savoir surmonter ses problèmes, les difficultés physiques, mentales. Et même si ma tente est cassée, je trouverai des solutions. Toujours. Une semaine après mon départ depuis la Gorse, je me réveille et là je suis arrivé à Sankt Niklaus en Suisse, c'est à côté de Zermatt. Et je viens de dormir chez l'habitant, dans leur jardin, avec ma tante. Alors il a un peu plu,
Ma tente était cassée, donc j'ai mis du scotch et j'ai pu vite fait la réparer. Bon, elle a une sale tête, mais voilà, ça l'a fait jusque là. Et aujourd'hui, j'aimerais bien faire 2-3 randonnées. On verra autour du Mont Cervin. Donc maintenant, il va falloir y aller en stop. J'ai encore 20 km, je crois. Voilà, je suis dans le parc des glaciers de Zermatt. Et là, je suis en train de faire le tour des 5 lacs. Des lacs bleus, comme ceci. Et ce soir, je devrais dormir à un lac à 2500 mètres d'altitude. En fin de journée, après de longues heures de marche en solitaire dans ces montagnes suisses, j'arrive au lac Stellisi. Le soleil couchant dessine un miroir sur la surface de l'eau. C'est magnifique, grandiose. J'ai planté ma tente là, devant ce paysage, pour passer la nuit sous des températures proches du zéro. Au matin, devant l'emblème des Alpes suisses, le Mont Cervin, je prépare mes affaires pour une journée entière de marche, près de 27 km. Il y a 14 ans, alors que j'avais juste 10 ans, nous étions venus ici avec mes parents, pour randonner le long du Mont Rose, le point culminant de la Suisse, à plus de 4600 mètres d'altitude. C'est la deuxième fois que je viens dans cette vallée glaciaire, et en l'espace de 14 ans, la glace a perdu énormément de mètres. Et l'année 2022, cette année, c'est encore pire. La glace a tellement fondu qu'il y a énormément d'éboulis rocheux, d'avalanches. La montagne est comme un château de sable asséché, déshydraté, qui s'étiole et qui s'effondre. Je me nourris de cette marche comme pour capter les dernières ressources, pour respirer une dernière fois les paysages de ces montagnes, qui dans plusieurs années n'existeront peut-être même plus. N'ayant plus beaucoup à boire et plus rien à manger, je remplis ma gourde avec une eau glaciaire chargée de minéraux, troubles, au goût sableux. Puis je rejoins le chemin balisé en direction de Zermatt pour m'acheter de quoi manger. Le soir, je ferai encore 6 km pour rejoindre Randa, afin de trouver une habitation pour dormir chez l'habitant. Au total, j'aurai fait 27 km dans cette journée, et après tous ces kilomètres, je reprends la route, le pouce levé, pour aller au centre de la Suisse, et continuer ma marche sur le fil des Alpes. Il est 20h sur Brienz, je suis du coup sur le lac d'Interlaken, au plein centre de la Suisse, devant la montagne de Jungfrau, juste en face dans les nuages. Ça sent vraiment l'orage ce soir et j'ai pas encore trouvé de lieu pour dormir, il doit être 20h. Du coup j'ai décidé de dormir sous cette espèce de tonnelle. Voilà, au moins je serai à l'abri de la pluie. Donc en attendant, j'écris un peu l'histoire de mon voyage sur mon petit carnet comme d'habitude. Je vais manger, puis je vais dormir avec mon sac près de moi, on verra bien. Ça s'annonce pas terrible en tout cas. J'ai cherché un lieu pour dormir au pied des montagnes, mais tout est comme ça, raide. Du coup il n'y a vraiment rien pour planter sa tente.
Il y a toujours les campings, mais ils sont de l'autre côté du lac et j'avoue que ça m'enchante pas trop. C'est une route qui se dessine là sous mes pas, sous mes yeux. Je viens d'arriver dans les Dolomites, il est un peu tard, ça fait 1 heure que je marche. Je sais pas trop où je vais dormir ce soir, parce que c'est vraiment très pentu. Je suis au milieu des nuages, en tout cas, c'est magnifique. Magnifique. Les Dolomites, symbole des Alpes italiennes. Autrefois appelées les montagnes pâles, et classée parmi les plus belles montagnes du monde. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ma 4e étape parmi tout mon voyage. Nous sommes le 10 septembre, ça fait 2 semaines que je suis parti de la Corse, et je commence à ressentir le changement physique sur mon corps. Je me suis habitué au poids du sac à dos, je n'ai plus mal aux genoux, plus mal aux jambes, et avec mes 58 kilos de départ, je sens que je recommence à prendre du poids, à me guérir de ces conditions qui me tenaient lié. Sous une pluie, dans le brouillard, je marche dans le nord-est des Dolomites, à travers le groupe d'Ampezzane, Marmarole et le groupe du Sesto, connu pour le lac de Sorapis, les 13 cimets di Lavaredo et Cadini di Misurina où je suis actuellement. Les Dolomites italiennes sont aussi connues pour leur aspect beaucoup plus technique. Souvent, au cours du sentier, on est obligé de se munir d'un baudrier, d'un casque, pour gravir des passages de via ferrata. Des passages dangereux, raides, avec des échelles et des dénivelés positifs glissants, friables. Pour rejoindre un groupe rocheux à l'autre, je passe à travers la montagne, sur ces passages de via ferrata, à la pointe Cadini di Misurina. Je suis seul, dans le brouillard, sous une petite pluie fine. Les câbles sont humides, mouillés, les échelles sont glissantes, et j'ai le poids de mon sac à dos qui me tire vers l'arrière. Sur ce genre de sentier, la peur est là, mais elle engendre aussi l'excitation du danger, du dépassement de soi, de l'interdit. Et c'est justement dans ce genre de situation, en danger, que je me sens le plus vivant. Ça y est, je viens d'arriver tout en haut. Je suis pas du tout rassuré. C'est beaucoup trop flippant. Et maintenant, on va redescendre. Ce qui n'est pas mieux. En arrivant sur le versant nord de Cadini di Misurina, je découvre un paysage beaucoup plus rêche, tout aussi rocheux, tout aussi grandiose. Et devant moi, au loin, à quelques kilomètres, le blason même des Dolomites, les fameuses 13 cimets. Les 13 cimets di Lavaredo. Black and yellow was his eye when they caught him by surprise in the hallway.
street, dirty clothes and clumsy feet. To the driveway, to the driveway. Mama always out too late, doing things she shouldn't do. Clever boy got time to waste, but nobody got time for school. Drinking up and smoke cigars, knowing he'd be sick for days. Clever boy got time to waste. Clever boy got time to waste. Bon bah, il pleut. J'ai voulu faire le malin, j'ai cuisiné du riz. Je me suis pris la pluie. Là il fait super froid. Du coup j'ai une demi-heure de marche. J'ai mangé mon riz sous la pluie. Et j'ai encore une demi-heure de marche pour aller au refuge. Parce que la tente est trop froid et tout est trempé. Just grow up and be something. He was ready to ignite every time he had a fight on the backyard. Pretty girls was not his thing. They would always make a scene in the school halls. In the school halls, Mama always out too late, doing things she shouldn't do. Clever boy got time to waste, but nobody got time for school. Drinking up and smoke cigars, knowing he'd be sick for days. Clever boy got time to waste. Clever boy got time to waste. And while his future just slips away, baggy jeans and snapback streams away, he'd never forget that wish he made years ago and high of hope that he'd become something. Just grow up and be something. Just grow up and be something. J'ai mal aux pieds. Ouh. Du coup hop, je quitte les chaussures de randonnée. Maintenant je finis en tongs. C'est pas très pratique mais je commence à avoir des ampoules. Alors on va éviter tout ça. Voilà, on vient d'arriver en Slovénie. Et là je suis en train de marcher proche de la rivière Soka. Avec la forêt. C'est vraiment beau. Et on va finir en tongs. Allez. Nothing's ever enough. Oh, and it's all going faster. You can't get a hold of things, and you're longing, and searching for something more. And you try to remember all the good things that your mama told you. It turns around, you see, it takes time, but you just can't believe that. Believe that. Can't believe that. When it feels like the world is against you somehow, and your wheels just keep on spinning. Think you promised yourself once that it'd all be worth it. Now you're doubting your ambition. You've been working 2 jobs, still the bills are stacking up in this pile on the coffee table. Nothing's ever enough.
money isn't worth all the life that you're paying. Wonder when it all stops, when nobody want more, when we're done taking all for granted. Nothing's ever enough, nothing's ever enough. Oh, when it's all going faster, and you can't get a hold of things, and you're longing and searching for something more. And you try to remember all the good things that your mama told you. It turns around, you see, it takes time, but you just can't believe that. Believe that, no, you just can't believe that. Et ben la tente n'a pas résisté ce soir. You just want Du coup je suis en train de réparer, donc j'ai mis du scotch qu'on m'avait prêté. Et là j'essaye de recoudre ça, qui est percé. Il est 22h05 et du coup je vais devoir réparer la tente la nuit. Super. While it's all going faster, and you can't get a hold of things, and you're longing and searching for something more. You try to remember all the good things that your mama told you. It turns around, you see, it takes time, but you just can't believe that. Believe that, no, you just can't believe that. Believe that, no, you just can't believe that. Ok, ça sent pas bon du tout. En quelques minutes, il y a des nuages qui montent. Ça sent l'orage. Il me semble que j'ai 15 km à faire pour descendre de la vallée. 16h. Je vais me dépêcher. Parce que ça monte de plus en plus. La météo. La météo en montagne, ça craint. Et s'il y a bien une autre règle que je m'étais fixée avant mon départ, c'est qu'en cas d'orage, je redescendrai tout de suite des hauteurs pour dormir plus bas dans la vallée, au calme et en sécurité. Ça peut être difficile de prévoir un orage, mais au cours du chemin, on rencontre toujours des personnes locales qui suivent la météo et qui nous informent des dangers potentiels. Ce que j'avais pas prévu non plus, c'est qu'en montant au sommet du mont Triglav, le point culminant de la Slovénie, via les passages en Via Ferrata, la peur m'a épuisé. Elle a pompé sur toutes mes ressources d'eau, et je n'ai pas pu remplir ma gourde depuis la rivière Soka, à un jour de marche. Là aussi, on n'est jamais vraiment seul dans la montagne. On rencontre toujours des randonneurs bienveillants qui acceptent de partager un petit peu de leurs réserves. La nuit arrive, on va chercher une petite place pour dormir. De façon très illégale. Parce que dans toute la Slovénie, on n'a pas le droit de camper. Mais les refuges, c'est à peu près entre 30 et 50 € la nuit. Et bon, disons que sur un mois, ça fait beaucoup le budget. Donc voilà, il faut juste bien se cacher. Et dans la forêt, ça devrait le faire. Voilà. Bonne nuit les petits. Après 4 jours de trek dans le parc du Triglav, depuis la ville de Bovec, je redescends des sommets pour enflouer mon sac en eau et en nourriture. Je suis accompagné par une légère pluie fine et je trouve refuge dans une petite cabane de bois, abandonnée, une sorte de camping fantôme. Il a plu toute la nuit. Nous sommes le 15 septembre et l'automne fait déjà son apparition. Au matin, la pluie est encore plus intense. Les prévisions météo parlent d'une semaine de pluie et d'orages violents.
Je poursuis tout de même ma marche dans les forêts slovènes vers Velika Planina, un petit village de bergers isolé en haute montagne. Je suis trempé. Depuis ce matin il pleut. J'ai quand même décidé d'aller à Velika Planina, mais je me suis trompé de chemin en plus. Du coup, 1 heure de détour. Super. La pluie a traversé toutes mes couches de vêtements. Même mon sac n'est plus étanche. L'humidité rend ma peau poreuse, glaciale. Et après 2 jours sous la pluie, dans le froid, je mets un terme à ma marche vers l'est, pour mettre un cap vers le sud. Je trouve un véhicule pour me conduire jusqu'à Ljubljana, la capitale slovène. Et de là, en autostop, sous la pluie, je prends la direction de Zagreb, la capitale croate. Sur les petites routes agricoles, je suis récupéré par Andrew, un Hongrois, qui me conduit jusqu'à la nuit aux portes du parc de Plitvice, où la pluie persiste encore. Bon, encore un jour de pluie en Croatie. Du coup, j'en ai profité pour rester au sec, au chaud, dans une espèce de maison d'eau, d'hôtel. Et j'en profite pour sécher mes chaussures qui étaient trempées au-dessus du radiateur. Et c'est reparti pour quelques jours de marche. Ma dernière semaine en direction du sud. Là, je suis arrivé dans le parc de Plitvice en Croatie et je suis en train de marcher dans une forêt pour rentrer dans le parc. Il fait super beau. Je me dirige à présent vers la Bosnie-Herzégovine, mais je resterai à la limite, à la frontière côté Croatie. En 1995, cette région a été le témoin d'un acte militaire stratégique et politique. Et encore aujourd'hui, 27 ans après la guerre, on peut voir le long des routes des maisons abandonnées. Elles ne sont même pas squattées, ce sont des maisons fantômes. Paradoxalement, malgré la guerre et mon incompréhension avec le dialecte local, c'est dans cette région que je ressens le plus de bienveillance, d'authenticité, d'entraide. Naturellement, on m'offre un regard, une complicité, une pomme tendue à travers la haie, et parfois même un logis rempli de bienveillance. Le lendemain matin, je reprends l'autostop en direction de Karka, un parc avec des cascades et une végétation plus méridionale. Une végétation semblable au sud Ardèche. Je m'y sens bien, comme à la maison. À 17h, je quitte ce parc et reprends le stop jusqu'à la nuit, en direction de la petite ville de Knin. Cette petite ville, c'est le point de départ de ma dernière étape, mon dernier sommet. C'est là, sur ces montagnes, que s'est déroulée l'opération Tempête entre la Serbie et la Croatie en 1995. Il y a encore les vestiges des chars criblés de balles perdues. Et plus j'avance sur ce sentier de guerre, plus le sentier s'efface. Il n'y a plus de balisage, mais il n'y a plus non plus de tracé. Alors je coupe à travers la montagne, droit vers le mont Dinara, le plus haut sommet croate. Cette montagne, ce sera mon dernier sommet, ma dernière ascension, avant de rejoindre la mer Adriatique, qui marquera la fin de mon voyage. En montant cette montagne, je suis rempli d'une émotion. Au début, ce voyage, c'était un rêve sorti de nulle part, un besoin. Mais le fait de l'avoir accompli, le fait d'être persévérant, d'y croire, d'avoir de l'espoir, ça remet tout en cause. Ça prouve qu'il ne faut rien lâcher, malgré les doutes, la peur et la complexité. Et pour cause, alors que mon projet agricole me peinait, me fanait, car rien n'avançait,
Aujourd'hui, nous venons d'avoir la réponse de notre permis de construire. Favorable. Ainsi, une marche a été gravie, un sommet a été atteint, et c'est ce qui permet d'avancer chaque jour. En un mot, l'espoir a repris de l'oxygène. Mont Dinara, plus haut sommet de la Croatie. Le Mont Dinara, le dernier sommet. Mon dernier sommet pour mon voyage. Ensuite, cap vers la mer. Et après, cap à la maison. C'est magnifique. Magnifique. Point culminant de la Croatie. Bon, on va dormir là. Super hôtel. Super en plus. Nickel. Et du coup, challenge réussi. Le soleil n'est même pas couché. Du coup, je vais même avoir un petit coucher de soleil en haut de la Croatie. Pour la petite nuit de mon super hôtel aux 10 000 fenêtres. Voici mon lit. Hop. Et là, je suis équipé pour affronter le froid avec ma super combi. Je me suis emballé dans mon duvet. Hop. Ouh, il fait super froid. Oh, la vache. C'est le premier jour de l'automne. Mais alors, il fait que quelques degrés. Le soleil s'éteint. Hop. Bah, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai des poils qui... Bon, et bah c'est cool, on va bien se régaler. Bon, et bah c'est vraiment dégueulasse ce truc. En fait c'est pas du tout une choucroute comme je pensais, c'est du vinaigre avec des cornichons et du chou au vinaigre ou je sais pas quoi. Mais du coup c'est vraiment pas bon. Du coup on va sauver le repas. Je me fais un peu de maïs. Je pensais que c'était du thon. J'espère que c'est pour les humains quand même. Je sais pas ce que c'est ce truc. On dirait du pâté de thon ou je sais pas quoi. Et du coup je vais rajouter un peu de vinaigre avec des cornichons, des carottes et du chou. Puis ça fera l'affaire, histoire de manger quoi. Bon et bah c'est reparti, j'ai attendu 10 heures que le soleil se lève, mais il n'y a pas moyen. Il fait super froid, il fait des températures négatives, et dehors tout est gelé, mais bon on va quand même y aller, parce que le soleil n'a pas l'air de vouloir revenir, donc bon c'est comme ça. Maintenant on va redescendre de la montagne, direction mer, et pour pouvoir rentrer à la maison. Voilà. Et dehors, il y a un vent. Il fait ultra froid. J'entame alors la redescente du mont Dinara, de cette parenthèse, de ce besoin, de ce rêve, jusqu'à la mer Adriatique. J'aurais parcouru 3000 km en 3 semaines, grâce à 106 conducteurs, avec en moyenne un jour d'autostop pour 4 jours de marche. Chaque jour accompagné par mon sac à dos,
un sac de 11 kilos, eau et nourriture comprises. Mon budget total pour ce voyage, c'était 600 €. Je les ai même pas atteints. Pour finir, j'aimerais répondre à la question « Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi je suis parti dans le sud de l'Europe ? Pourquoi je me suis infligé tout ce voyage ?» D'abord, on va pas se le cacher, j'adore ça. Mais surtout, marcher sur le fil des Alpes, à travers les estives, ça m'a redonné de l'espoir. L'espoir de mon projet agricole qui un jour verra le jour. Si j'ai appris une chose de ce voyage, c'est qu'il ne faut rien lâcher, jamais. C'est en croyant en nos rêves, en faisant le premier pas, et en y croyant suffisamment, que tout devient possible. Ce voyage m'a permis de comprendre quels étaient mes besoins vitaux, mes rêves et mes limites. Je n'abandonnerai jamais le besoin de vivre à l'état paysan. Plus que jamais, je veux ce mode de vie. Pour moi, c'est ainsi la vie. Être berger, être paysan voyageur, c'est ma voie vers ma liberté, mon Éden. Et voilà, dernier mètre de mon aventure. J'ai hésité entre Dubrovnik ou Splitz pour rejoindre la mer. Et finalement, mes autostoppeurs m'ont conduit ici, à Splitz. Du coup, c'est le dernier jour de mon aventure, car dans ma tête, je m'étais dit, une fois après avoir traversé les montagnes, j'aurais touché la mer, et ça marquera la fin de mon voyage. Et je crois que c'est aujourd'hui.